Mais je suis quand même parti à la recherche de son fils, que j'ai réussi à retrouver, et je lui ai offert cette photo, et ça a été un moment très très intense. L'agenda culturel de Beyrouth vous présente Yané, précise ta pensée, le podcast qui va à la rencontre des jeunes artistes au Liban. Salut à tous, c'est Ella et Leslie. Aujourd'hui, on est en compagnie de Florian Zouen. En 2 mots, Florian, qui es-tu ? Alors bonjour, je m'appelle Florian Zouen, je suis un photographe franco-libanais et je suis basé à Beyrouth depuis le mois d'août. Et qu'est-ce que tu faisais avant de devenir photographe ? Alors avant de devenir photographe, rien à voir avec la photo, je travaille dans un restaurant à Paris. Et avant ça, j'ai passé 2 des 3 dernières années à voyager pour faire de la photo à côté. Mais professionnellement parlant, je travaille dans un restaurant. Et quel a été le déclic qui t'a fait changer de vie ? Comment t'as décidé de tout quitter pour voyager et pour devenir photographe ? Le premier déclic, il est venu en 2016, après 6 ans à travailler dans le même restaurant. J'ai eu un petit peu cliché, mais j'ai eu un petit déclic qui a fait que j'ai voulu un petit changement dans ma vie. Du coup, j'ai quitté le travail que j'avais, la situation que j'avais. Je suis parti voyager une première année. Donc là en Asie. Ensuite, je suis revenu de ce voyage-là. J'ai passé 10 mois à Paris et je suis reparti voyager ensuite en Amérique du Sud. Et ensuite, je suis rentré donc l'année 2020 en France et c'est à ce moment-là que donc le Covid est arrivé. Donc ça a un petit peu chamboulé tout ça. Et après, il y a eu l'explosion à Beyrouth qui m'a affecté et qui m'a fait venir ici. Mais à ce moment-là, c'était pas encore de manière professionnelle que j'étais venu faire de la photo. C'était plus pour aider. Et c'est suite à cette explosion que j'ai décidé de rester un peu plus longtemps et de rester basé à Beyrouth. Et donc que j'ai plus ou moins décidé de quitter la restauration pour me lancer vraiment de manière professionnelle dans la photo. Quand est-ce que tu as commencé la photo avant ça ? Comment tu as commencé ? J'ai commencé plus ou moins une dizaine d'années. En fait, moi, j'ai des études j'ai fait un bac avec une option cinéma quand j'étais au lycée, et c'est dans cette option-là que j'ai découvert un peu cette passion entre guillemets pour la composition de l'image. En fait, j'étais pas tant intéressé par l'histoire du cinéma en soi, c'était plus intéressé par le fait de composer des images. C'est là que j'ai appris un peu comment composer les plans, ce genre de choses, et c'est là que mon œil entre guillemets a un petit peu commencé à apprécier la chose, et de fil en aiguille, avec le temps, j'ai basculé mes envies de carrière entre guillemets dans le cinéma à travers la photo, et je me suis concentré à 100% à la photographie. Mais ça vient principalement du cinéma. Et justement, sur ton site, tu dis que tu mets l'humain au centre de tes photos. Qu'est-ce que ça implique ? Enfin, qu'est-ce que tu entends par au centre, enfin l'humain au centre En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans la photo, c'est ce que je veux dire par placer l'humain, c'est que j'aime bien que les photos, les gens puissent c'est pas forcément ressentir une émotion à travers la personne que j'ai pris en photo, mais c'est aussi être tourné vers pas des crises sociales, mais essayer un peu de montrer l'aspect social, l'aspect humain. C'est aussi d'ailleurs, pour en revenir aux études ce que j'avais fait dans le cinéma, j'ai beaucoup été attiré par des réalisateurs, par exemple, comme Iñárritu, qui a fait des films où sa manière de filmer, sa manière de mettre le social et l'humain, c'est des réalisateurs comme ça, moi, qui m'ont parlé. Et à travers mes photos, j'essaye aussi, en plaçant l'humain dans son environnement global, je sais pas, de raconter une histoire à travers la photo, et que les gens essayent aussi je sais pas, ça permet aussi de voir un peu comment les gens vivent à droite, à gauche, à travers le monde, et au final, on se rend compte que malgré les frontières, malgré les pays différents, malgré les cultures différentes, au final, dans chaque pays au monde, on retrouve un peu la même chose. Voilà, il y a des pères et des mères de famille dans chaque pays, il y a des écoliers qui veulent apprendre, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui lisent le journal, qui lisent. Donc, j'aime bien aussi montrer que le monde, au final, malgré toutes ces différences, on est un peu tous les mêmes. Et c'est ça, moi, que j'aime bien à travers le voyage, à travers mes photos, c'est de montrer que on change extérieurement, mais intérieurement, on est tous un peu les mêmes personnes, on a les mêmes envies. Et tu te considérerais comment du coup ? Comme photojournaliste, comme photographe portraitiste, comme
C'est un peu délicat, je saurais d'ailleurs pas trop comment qualifier un peu comment je me considère, parce que le photojournalisme, pardon, c'est assez récent, c'est vraiment depuis que je suis au Liban que je fais vraiment du photojournalisme, même si c'est pas ce que je fais à 100%, et c'est la première fois que vraiment je couvre des événements, je faisais pas ça avant. Je suis pas non plus trop dans le portrait, parce que moi ce que j'aime bien aussi dans la photo, c'est de capturer des choses, mais sans forcément que les gens s'en rendent compte, surtout quand je voyageais les sujets que je prends, les gens sont rarement, me voient rarement faire des photos, sauf effectivement quand je fais des portraits. Après, je considère pas non plus que c'est de la photo de rue, ce qu'on appelle le street photography, parce que, parce que c'est pas vraiment ça. Donc je saurais pas trop exactement comment qualifier. C'est un mélange un peu tout ça. Et ça fait combien de temps que tu es au Liban, du coup? Ça fait donc du coup je suis arrivé au Liban le 17 août 2020, donc même pas deux semaines après l'explosion. À la base, vu que j'avais encore, je travaillais comme je vous avais dit avant, je travaillais dans un restaurant à Paris avant. J'avais uniquement prévu de rester pendant 6 semaines. Et après les 6 semaines, c'est là que j'ai décidé de rester plus longtemps, que j'avais des projets que j'avais envie de mettre en place au Liban, que le Liban m'inspire énormément en matière de photos, ce qui n'est pas le cas en France. Je suis pas très inspiré quand je suis à Paris, même si je suis fou amoureux de Paris et que j'adore cette ville, mais mon regard, il est beaucoup moins productif. Je suis moins attiré par ce que je vois en France qu'au Liban. Et un peu comme ce changement de direction que j'ai eu en 2016 quand j'ai décidé de quitter le travail pour voyager, j'ai eu un petit peu ça en 2020 quand il y a eu voilà, je me suis encore retrouvé entre guillemets devant une décision à prendre et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment, voilà, j'avais 30 ans, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de faire quelque chose ici au Liban. Et donc voilà, je me suis lancé un peu là-dedans et là ça fait du coup depuis le mois d'octobre que je suis officiellement basé à Beyrouth et j'aime vraiment ce que je fais ici. Je me sens bien dans cette ville. Non, je suis assez bien ici. Et comment tu définirais un peu ta relation au Liban? Est-ce que tu t'es toujours senti libanais? Est-ce que tu as eu un déclic qui fait que aujourd'hui, plus que jamais, tu as envie d'être au Liban? Ma relation au Liban, j'ai toujours été très très attaché au Liban depuis que je suis tout petit. C'est vraiment un pays que j'ai toujours eu. J'ai pas un souvenir particulier d'un moment où je me suis rendu Mm. compte que j'étais amoureux de ce pays, mais j'ai toujours eu ça en moi, toujours eu cet amour pour ce pays. Ça a toujours été un petit peu dans ma tête de me dire tiens un jour pourquoi pas si j'ai eu l'occasion de venir au Liban, venir pour du long terme, T'installer. voilà, pour m'installer. Mm. Après j'avais l'habitude de venir à peu près tous les ans au Liban pour voir ma famille, etc. Là, ces dernières années, j'étais occupé à voyager. Et là, il s'est trouvé que l'explosion a eu lieu à un moment donné dans ma vie où je pouvais me permettre d'avoir voilà, tout était entre guillemets un peu réuni pour que je Mm. puisse venir, voilà, et j'ai décidé de le faire. Et c'est énormément d'amour que j'ai pour ce pays. Beaucoup disent amour et haine. J'ai pas encore cette haine non plus pour le Liban, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui. Bah après, moi, je commence à peine à vraiment vivre Mm. ici. Mais les gens qui vivent ici depuis tout petit, moi, j'ai pas encore ce stade-là parce que c'est que très récent que je suis vraiment basé au Liban et que pour le moment, je vois que le positif, même si je pressens qu'il y a du négatif aussi. Il y en a même un petit peu trop d'ailleurs, c'est dommage. Mais ça m'affecte pas encore à ce point-là. Donc pour le moment, non, moi c'est un amour, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'envie que ce pays aille mieux et j'essaye à ma manière, ça peut être à travers mes photos ou à travers les projets que j'essaie de mettre en place. J'essaye aussi à mon échelle à moi de rendre ce pays un petit peu meilleur. Je suis pas le seul, il y en a beaucoup qui le font et ça fait plaisir d'ailleurs. Et voilà, je pense que si on s'y met tous, on devra peut-être finir par y arriver, Mm. par faire quelque chose de mieux. Qu'est-ce que tu veux montrer du Liban à travers tes photos? Tu disais tout à l'heure que via les gens que tu photographies, tu veux faire passer des émotions, etc. Quelles sont les émotions que tu veux faire passer et les messages que tu veux faire passer? J'ai un peu envie de montrer que le Liban, c'est pas forcément tout ce qu'on peut entendre à la radio, à la télé, ou à chaque fois qu'on voit des images dernièrement. Là, si vous prenez les 8 derniers mois, les seules images qu'on voit du Liban, en tout cas principalement diffusées sur les grandes chaînes ou les grands médias, c'est soit l'explosion, soit les manifestations. Donc moi, effectivement, je couvre ça un petit peu, mais j'aime bien aussi montrer que, ben voilà, il y a encore des gens au Liban qui mènent une vie normale, qu'il y a des gens voilà, dernièrement, j'ai rencontré, je crois, ça date même pas, ça date de la semaine dernière. Je rentrais, enfin, je marchais dans une rue de Beyrouth et je suis tombé nez à nez avec deux messieurs qui étaient en train de jouer au backgammon sur un bout de trottoir.
Et je me suis arrêté, j'ai passé 1 heure avec eux, j'ai discuté un petit peu, j'ai pris des photos, j'ai publié la série de photos. Et j'ai écrit un petit texte pour aller avec la photo et j'ai voulu expliquer que malgré effectivement l'environnement très chaotique qu'il y a au Liban en ce moment, il y a quand même des gens qui mènent une vie normale, traditionnelle un peu libanaise et j'aime bien ça. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup par exemple me promener sur le bord de mer, le waterfront, tout ça, parce que j'aime bien là aussi de montrer que malgré tout ce qu'on peut entendre et dire sur le Liban, ça reste un pays où il y a des gens qui vivent leur vie quotidienne malgré le quotidien qui est difficile pour beaucoup. J'aime bien voilà montrer aux gens que le Liban c'est pas juste les bombes, c'est pas juste les manifestations, c'est pas juste de la violence. Il y a des gens qui sont là et ça peut être des photos que je prends de quelqu'un en train de boire un café voilà dans la rue ou ça peut à partir du moment où je peux ne serait-ce que faire changer le point de vue d'une seule personne sur ce pays, pour moi c'est que ma photo elle a été bien. Si je peux faire changer le point de vue de beaucoup de personnes, c'est encore mieux. Mais ouais, essayer de montrer que ouais, le Liban, c'est pas juste ce qu'on voit à la télé ou voilà, il y a des bonnes choses au Liban, il y a des belles personnes qui valent le coup que, voilà, d'être montrées et qu'on sache qu'il y a des bonnes choses dans ce pays. Sur ton compte Insta, on voit quand même qu'il y a principalement des photos de la révolution, des manifestations. Ça doit quand même être dur de temps en temps de se retrouver là-dedans et d'être confronté au désespoir, à la colère des gens. Comment tu fais pour garder un peu de la distance par rapport à ça? Et est-ce que, vu que toi, tu es quand même aussi libanais, est-ce que l'affect rentre en jeu là-dedans? Ouais, évidemment, ça rentre un petit peu en jeu. Après, j'arrive quand même à garder certaines distances parce que déjà, on va dire que dans cette situation, je suis quand même du bon côté moi de la situation. Je vis pas la crise comme la plupart des Bien sûr. Libanais la vivent. Donc mais après évidemment ça m'affecte parce que surtout que le Liban c'est pas un très très grand pays. C'est souvent les mêmes personnes qui reviennent dans ces manifestations. Donc il y a vraiment des gens que je connais, des visages que je revois souvent. Et c'est vrai que c'est très dur parce que ce que beaucoup de gens vivent au Liban, c'est très très dur. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte du quotidien du Libanais, mais il y a des gens qui vivent vraiment une situation très 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 délicate et forcément non, ça m'affecte évidemment. Après justement, ce que j'essaie de montrer à travers mes photos, c'est que justement beaucoup de gens, je pense au Liban principalement, mais aussi en dehors du Liban, ne s'arrêtent qu'à la violence qu'on voit régulièrement dans les photos. Et moi justement, ce que j'aime bien quand je vais dans ces manifs, j'essaie de pas être loin et de montrer la violence globale. J'essaie justement d'être au cœur de la manif, de montrer vraiment des visages, de montrer des gens de vraiment montrer que il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Et il y a des vrais gens qui souffrent, il y a des gens qui se battent et ils se battent pas juste parce que ça les amuse ou parce que il y a des gens qui se battent parce qu'ils n'en peuvent plus. Et j'essaie de montrer ça. Moi, j'essaie de leur donner la parole à travers mes images. J'essaie voilà, de leur donner un peu d'importance, un peu de visibilité, entre guillemets. Et comme tu dis, c'est vrai que souvent dans les médias, etc., ils montrent quand même surtout la violence des manifestations et, euh, et tout, enfin, toute cette peur un peu que ça peut générer. Est-ce que toi, tu t'es déjà senti vraiment en danger sur le terrain pendant la Révolution? Le début de la révolution en 2019, j'étais pas là. Moi, ça fait que depuis mi-août que je couvre les manifs. Je me suis jamais senti en danger. Alors, je sais que il y a eu une grosse manif qui a été organisée le 8 août, juste après l'explosion. Je sais que celle-là était très violente. Mais moi, j'ai pas assisté à celle-là. Je me suis jamais vraiment senti en danger. Les photographes sont enfin, ils sont pas trop embêtés par les forces de sécurité. Je me suis quand même fait tirer dessus à la manif du 1er septembre. J'ai pris un petit peu de plomb dans le bras et dans le dos, mais c'était plus par inconscience de ma part. Enfin, c'était pas de l'inconscience, mais je me suis un peu retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Mais les forces de sécurité sont pas trop, enfin, les photographes sont pas trop pris pour cible. Les manifestants n'ont pas forcément trop de problèmes avec ça non plus. À part peut-être à Tripoli, quand j'avais couvert les manifs qu'il y avait au mois de janvier, 2, 3 fois, des manifestants m'ont demandé de pas les prendre en photo. Mais ça me dérange pas. D'ailleurs, je respecte, autant que je peux respecter quelqu'un dans la rue ne veuille pas que je le prenne en photo. Quelqu'un dans une manif qui me dise non, ça me dérange pas non plus. Mais jamais, non, j'ai jamais été en danger, que ce soit de par les forces de sécurité ou par des manifestants. J'ai jamais ressenti de danger particulier. Et tu parles aussi de montrer ce que tu vois et non pas de montrer en fait ce que tu veux montrer.
Tu ressens un devoir d'objectivité en tant que photographe? D'objectivité, je pense pas, parce que je pense que j'essaye, mais je pense que c'est impossible d'être objectif, parce que ne serait-ce que quand on choisit de prendre quelque chose en photo, on prend forcément un parti pris. Donc on peut pas trop être objectif. Après, je me souviens que cette phrase, en l'occurrence, elle m'était venue à l'esprit parce que j'avais rencontré quand j'étais au Pérou une jeune Française qui voulait un peu faire de la photo et qui m'expliquait qu'elle avait un petit peu de mal parce qu'elle savait pas comment exprimer des choses et du coup elle connaissait mon travail, donc elle était assez admirative de ce que je faisais. Et cette phrase elle m'est venue en tête et du coup depuis maintenant j'ai eu l'occasion de répéter cette phrase-là qui démontre bien ma façon de travailler. Mais parce que elle, en fait, voilà, ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle arrivait, elle voulait montrer des choses et faire ces photos-là pour montrer les choses. Et moi, en fait, ma manière d'aborder la photo, c'est justement, c'est tout l'inverse. Je cherche pas forcément, quand je prends la photo, je cherche pas à montrer quelque chose. Je vois des choses, je les prends en photo. Et après, c'est aux gens de voir justement ces choses-là. Et tous les gens verront des choses différentes à travers mes photos. Et c'est justement ça que moi, je trouve beau dans tout type d'art, en l'occurrence, c'est qu'on voit tous des choses différentes. Moi, mon regard voit quelque chose et j'essaie de le montrer, et les gens, eux, verront certaines choses. Et j'avais un peu remarqué ça aussi quand, par exemple, je publie des séries de photos, donc principalement sur Instagram, qui est la plateforme sur laquelle je publie. Et des fois, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que quand je publie une série, par exemple, de 10 photos, j'ai des gens qui vont repartager donc ma série de photos, et ils vont pas forcément partager, enfin ils vont tous partager une photo différente de cette série. Et ça, moi j'aime beaucoup parce que moi en général je mets la photo que je préfère en premier et après je vais entre guillemets, c'est vraiment entre guillemets, mais de ma préférée à ma moins préférée jusqu'à la fin. Et c'est hyper intéressant de voir que sur une série de 10 photos, 10 personnes qui vont partager cette série vont partager 10 photos différentes. Même si j'essaye moi de savoir ce que je veux montrer, les gens ne verront pas forcément tous les gens verront des choses différentes. Et justement, c'est ce que je trouve magnifique dans la photo. Donc moi, j'essaye pas quand je prends une photo, j'ai pas quelque chose en tête en particulier. Je vois quelque chose, je le prends. Il y a cet exercice en photo, si vous demandez à 10 personnes de prendre la même chose en photo, vous aurez 10 photos différentes. Ça marche dans le même sens, si vous demandez à 10 personnes de juger une photo, ils verront tous 10 choses différentes. Et c'est ça que moi j'aime dans la photo, et c'est, ouais. Ils sont touchés par des clichés différents. Ouais, c'est ça, et c'est ça que j'aime, c'est qu'on est tous affectés par des choses différentes. Et c'est super intéressant quoi, quand je vois ces séries, j'aime bien, ça me fait toujours sourire de voir les réactions, enfin pas les réactions, mais de voir que voilà, tiens, il a préféré cette photo-là ou Ouais, celle-là. les goûts des uns et des autres. Ah ouais, mais c'est génial, et c'est l'art en général, c'est ça. Et c'est la beauté de l'art, c'est que justement, ça parle à chacun, à sa propre vision, son propre, et moi, c'est ce que je trouve génial. T'as documenté le projet Clean Up Operation qui du coup consiste à nettoyer les plages libanaises. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi c'est un projet essentiel au Liban? Parce qu'on sait effectivement que l'écologie, c'est pas le souci principal des Libanais. Donc est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important? Alors cette couverture que j'avais fait cette journée-là, en fait, c'est arrivé quelques jours après l'incident qu'il y a eu dans un port en Israël avec un bateau donc qui avait créé une marée noire sur les côtes. Donc là, en l'occurrence, cette journée-là, c'était principalement pour nettoyer donc le pétrole, le mazout qui était sur les plages. Et donc c'est une organisation qui a organisé ça et que moi je connais. Donc j'avais vu ils avaient fait un appel sur Instagram pour prévenir qu'ils allaient faire ça. Moi je les connaissais, voilà, ça m'intéressait de courir et de montrer aussi. Mais donc après de ça, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ça se faisait pas trop avant. Mais que maintenant il y en a beaucoup donc qui déjà ont participé au nettoyage de la marée noire. Mais il y a aussi maintenant régulièrement d'autres ONG, d'autres gens qui nettoient les plages, mais là qui ne lavent pas uniquement parce qu'il y a du mazout, ils lavent juste parce qu'ils ont envie de laver. Et qu'il y a beaucoup enfin oui, c'est pas voilà, ils ont pas juste envie, Ouais. ils font pas ça par plaisir, ils le font parce qu'effectivement c'est vraiment des plages sales. Mais j'ai l'impression que je sais pas, cette marée noire, ça a peut-être réveillé quelques consciences, quelques envies, et je trouve ça justement, je trouve que c'est super cool. Après, bon, je préférais que ce soit pris en charge par des institutions gouvernementales, ou encore mieux que ce soit pas pollué. Mais là, c'est un autre débat qui pourrait durer des heures et des heures. Mais bon, dans l'absolu, le travail doit être fait parce que c'est dans un état catastrophique.
Mais comme je disais tout à l'heure, si tout le monde s'y met un petit peu, bah, ça prendra beaucoup de temps, je pense, que ce soit le côté environnemental ou même le côté politique, social de ce pays, ça va prendre des années. Je suis admiratif de tous ces Libanais qui sont jeunes pour la plupart, de cette nouvelle génération à venir, de ces nouvelles, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres. Et ça me donne Un peu d'espoir. un peu d'espoir, beaucoup d'espoir même, ça m'en donne beaucoup. Et sur une autre note, on a vu que tu as fait une série de photos à l'hôpital public Rafi El Hariri, Mm. dans un service dédié aux patients atteints du Covid. Est-ce que tu peux nous dire d'où t'es venu ce projet? Est-ce que t'étais tout seul? Est-ce que c'est ton initiative personnelle? Alors oui, c'était mon initiative personnelle. J'avais envie, c'est très très bête comme réponse, mais j'avais envie de voir en fait de mes propres yeux. C'est peut-être bête, mais je sais pas, j'avais envie de voir, pas par voyeurisme ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est quelque chose qui occupe notre planète depuis maintenant un an. J'ai vu des images, on l'a tous vu, etc., etc. Mais je sais pas, j'avais envie d'aller sur le terrain, de le voir. Donc j'ai fait les démarches, je me suis débrouillé, j'ai eu les contacts qu'il fallait. Et voilà, j'ai eu accès, j'y suis allé 2 fois, j'ai eu accès donc au service là-bas. Et ça n'a pas été fait dans une démarche particulièrement journalistique. J'ai pas vendu mes photos ou quoi que ce soit. Mais ça me permettait aussi, voilà, de montrer aux gens. Puis c'est arrivé vraiment juste après que le confinement avait commencé au Liban. Donc voilà, j'avais envie de montrer, même si je suis pas suivi par des millions de gens au Liban, mais j'avais juste, voilà, envie que les gens voient un petit peu. Encore une fois, c'était pas du voyeurisme, c'était aussi pour peut-être aussi que les gens prennent un peu conscience de ce qui se passait, parce que il y a quand même beaucoup de Libanais qui ont pris ça très à la légère, je trouve, ce Covid. Notamment pendant les fêtes de fin d'année, c'est là où en fait le Covid, Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui le Covid a eu relâchement, une explosion, c'est parce que voilà, en mois de décembre, pendant ces 15 jours-là, il y a eu cette explosion de Covid, de fêtes, de ceci, il y a eu rien qui a été fait en place. Et arrivé au mois de janvier, le Covid a connu un pic monumental qui n'est d'ailleurs pas encore terminé, même si ça va un peu mieux. Mais ouais, j'avais envie, à ma petite échelle, encore une fois, si ça peut permettre à ne serait-ce qu'une personne, 2 personnes ou 10 personnes de prendre conscience que, ah bah ouais, en fait, c'est dur ce qui se passe, on devrait. Ben voilà, donc c'était pour ça que ça m'intéressait de voir. Ça a été assez dur, honnêtement, ça a été même très très dur. J'ai été confronté à des. Enfin voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais ouais, non, ouais, c'est pas très cool. C'est assez dur de voir ça. Et immense respect au personnel, que ce soit au Liban ou même ailleurs dans le monde, qui se bat après ça, parce que moi j'y ai passé 2 jours et je pense que ça me marquera à vie. Mais il y en a qui y sont depuis un an et qui y seront peut-être encore dans un an. On sait pas combien de temps ça va durer, mais ouais, à titre personnel, j'avais aussi ouais, ce besoin non seulement de voir vraiment ce qui se passait, mais aussi de comprendre ces gens parce que non, ouais, c'est dur ce qui se passe là-bas, que d'un côté comme de l'autre, c'est assez dur. Euh, sur une note peut-être un petit peu plus gaie, Allons-y. est-ce qu'on peut parler un peu de tes projets en cours? On sait que tu organises un projet artistique dans le quartier de Carantina, qui devait avoir lieu à peu près en ce moment, mais qui a été décalé, il me semble. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous dire comment est née cette initiative? Alors ce projet, ouais, il a été décalé plusieurs fois même. On avait une première envie de le faire en décembre. Après, on l'a décalé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, en partie à cause du Covid, aussi parce que le projet en fait a pris plus d'ampleur que ce qu'on pensait, enfin que ce que je pensais, vu qu'à la base c'était parti d'une simple chose. Donc pour en revenir un peu au début de ce projet, c'est venu, j'étais à Tripoli et tout bêtement, je crois au mois d'octobre, quelque chose comme ça, et je suis tombé sur une fresque d'un artiste d'origine palestinienne qui a peint une énorme fresque sur un immeuble de une vingtaine de mètres de haut, je sais plus. Et je me suis dit que c'était cool comme idée, et vu qu'en fait j'avais passé les 2 premiers mois de mi-août jusqu'à mi-octobre à travailler à Carantina en tant que volontaire, donc j'ai une énorme attache pour ce quartier, voilà, de tout le travail qui a été fait là-bas. Je me suis dit que ce serait cool en fait d'apporter voilà une note artistique dans ce quartier. Donc c'est à la base parti d'un seul immeuble qui est à Carantina que j'avais en tête. Donc j'ai l'ONG Offre-Joie qui travaille là-bas depuis le mois d'août. J'en ai parlé à un des responsables en lui disant tiens, je trouve que ce serait intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez qu'on peigne cette façade là? Il est au milieu, c'est au milieu, vraiment au milieu de la rue. Et voilà, le responsable d'Offre-Joie m'a dit que c'était une très bonne idée, que voilà, il fallait que je leur présente, enfin voilà, que je pouvais m'y mettre.
C'est comme ça, un peu en cherchant, que je suis tombé sur le collectif d'artistes qui s'appelle Art of Change, qui est basé à Hamra, qui est assez spécialisé. Ils ont fait pas mal de muraux, de travail comme ça dans Beyrouth, principalement à Hamra, mais même un peu partout au Liban. Et donc en fait, j'ai mis en relation donc l'ONG Offre Joie et le collectif d'artistes Art of Change. Et de là, en fait, est née l'idée de faire un plus gros projet que juste une seule façade. Et donc là, on est parti sur un projet d'une bonne dizaine de murs fait par des artistes libanais. Du coup, ça va durer une dizaine de jours parce qu'il y a le mur principal en lui-même, lui déjà dure 10 jours. Et donc là, on est en train de travailler dessus. Et là, on prévoit du coup mi-juillet normalement de mettre en place ce projet si tout va bien. Bon, ça prend, voilà, il y a des aléas qui prennent un peu de retard. Le chantier a été bloqué pendant 2 mois et demi, donc Oui, parce que ça suit en fait l'évolution du chantier. bah, on aimerait bien du coup, oui, mettre ça en place pour la fin des travaux, une sorte de pas, Inauguration du voilà, pas, quartier. ouais, pas inauguration, pas célébration, mais voilà, de marquer le coup, de voilà, ça y est, c'est fini, on a tout reconstruit, le quartier il est tout beau, tout propre, maintenant on apporte de la couleur, quelque chose, parce que c'est vraiment des gens qui ont besoin de ça, c'est vraiment des gens qui ont énormément souffert. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais voilà, et voilà, et je trouvais que c'était une bonne idée à travers l'art, encore une fois, je crois que c'est quelque chose de très important pour les gens, que ce soit la photo, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, l'art, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ouais, pour ce quartier que j'ai à cœur, je trouvais que c'était intéressant, c'était cool. Et ça permettra aussi aux gens de venir, des gens qui sont jamais venus dans ce quartier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont jamais venus à Karantina. C'est à 500 mètres de Mar Mikhaël Gemayzeh, il y a juste une autoroute, enfin une avenue à traverser, il y a un pont à traverser, mais beaucoup de gens n'ont jamais traversé le pont, beaucoup de gens ne connaissent pas ce quartier. Et c'est un quartier qui mérite vraiment d'être mis en avant, parce que les gens qui sont là-bas, c'est vraiment des gens formidables. Et je me suis dit, voilà, à travers ce projet artistique, non seulement apporter des choses aux gens de ce quartier-là, ça va leur faire du bien, mais aussi ça fait une connexion, voilà, comme je vous ai dit, des gens qui sont jamais venus vont peut-être avoir un peu plus d'intérêt pour ce quartier. Et je trouve que c'est bien dans la globalité, dans le monde, c'est bien, mais à petite échelle, voilà, je pense que le monde irait beaucoup mieux si on arrive à joindre les gens les uns avec les autres. Donc là, on le fait à une petite échelle, mais si chacun fait, encore une fois, chacun à sa petite échelle fait quelque chose, ben moi je suis convaincu que mis bout à bout, des petits morceaux de là, des petits morceaux de positivité, ça rend le monde un peu mieux. Un autre gros projet que tu as en ce moment, c'est la sortie de ton premier livre photo. Premier livre, oui, tout à fait. Ça, oui, du coup, ça c'est un projet entièrement personnel, du coup. C'est un projet qui est venu un peu, pas par hasard, mais en fait, quand je suis arrivé au Liban, donc au mois d'août, là, 2 semaines après l'explosion, je suis venu avec un appareil photo argentique et des pellicules en noir et blanc que mon meilleur ami m'avait offert quelques mois avant pour mettre en temps. Et j'ai commencé à prendre juste en photo les destructions qu'avait voilà le Beyrouth détruit en fait. Et vu qu'à côté de ça, j'ai aussi, pendant que je faisais du volontariat sur le terrain, j'ai aussi pris des photos de la reconstruction, là pour le coup avec mon appareil professionnel. Et j'ai aussi suivi les manifestations qui ont suivi. Au bout d'un moment, je me suis dit qu'il y avait voilà un petit axe à suivre entre voilà entre les destructions au début, la reconstruction. Et donc c'est un projet qui va voilà qui j'en parle pas, je vais pas non plus tout raconter, mais ça parle en fait, ça tourne autour là de cette destruction, de cette reconstruction et de cette colère et de tout ça. Et c'est en fait, ça a été fait uniquement pendant les 2 premiers mois, donc de août à octobre. Et c'est un récit photographique entre guillemets basé autour de ça. Et donc c'est effectivement le premier livre que je vais sortir. Et j'ai très hâte parce que comme pour le projet à Carantina, ça a pris du retard aussi à cause du Covid et ceci et cela. Mais là, je prévois normalement la sortie du livre normalement pour mi-juin. Je n'annonce pas encore de date officielle ni etc. Mais c'est censé sortir mi-juin. Et je suis également censé faire une expo photo également pour lancer ce livre. Pareil, la date n'est pas encore fixe, l'endroit non plus, je m'avance pas encore trop. Mais dès que ce sera officialisé, vous serez tenu au courant et voilà. Mais du coup, oui, ça c'est le gros projet à titre personnel et j'ai hâte. Bah, on verra ce que ça donne. Ouais, ouais, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Et premier livre photo, est-ce que ce sera aussi ta première expo? Ce sera ma deuxième expo. J'avais fait une expo photo à Reims, en France, ma ville natale,
En avril 2015, en fait, j'étais parti au Népal en novembre 2014 et j'avais passé une semaine dans un petit village où j'ai pris des photos. Enfin voilà, j'avais passé quelques jours dans ce village. Et en fait, 6 mois après être revenu de ce voyage au Népal, il y a eu un séisme le 25 avril, si je dis pas de bêtises, 25 avril 2015. Un très très fort séisme qui a fait, je crois, 11 000 morts. Et moi, j'étais en France et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup affecté. Et j'avais envie de faire quelque chose pour aider les gens. Et l'idée, en fait, m'est venue d'organiser une expo photo à Reims, qui a été faite au conservatoire de Reims. Et en fait, les photos que j'avais faites, il y en avait 68, je crois, qui étaient exposées. Et en fait, les gens pouvaient commander des tirages de ces photos. Et donc, si je dis pas de bêtises, j'avais vendu chaque tirage à 20 euros. C'était en partenariat avec la Croix-Rouge. Et donc, l'idée, c'était de reverser tous les fonds de cette expo à la Croix-Rouge. Et j'avais réussi, si je dis pas de bêtises, à réunir 2400 et quelques euros, je crois. Donc, tout avait ensuite été envoyé à la Croix-Rouge parce qu'ils avaient ouvert un fonds spécial pour les sinistrés. Et je suis revenu au Népal en 2016, donc un an après le séisme. Je suis retourné dans le même village et tout. Et mais du coup, ouais, cette expo là au Liban sera ma deuxième. Après, celle que j'avais fait en France, elle avait été faite vraiment très très vite. Ça avait été fait, je crois, en une semaine. Les photos avaient été posées sur des pupitres du conservatoire. Donc c'était pas non plus une très très grosse organisation, quelque chose de dingue, mais c'était déjà une première expo qui était pas trop mal réussie. J'étais assez content. Mais voilà, celle-là, ce sera la deuxième et j'espère qu'il y en aura troisième, quatrième. Pareil pour le livre photo, j'en ai un autre déjà en tête que je travaille sur mon voyage en Asie, que j'avais mis un peu en stand-by, j'avais un petit peu mis en stand-by. Et là, l'idée, enfin, en travaillant sur celui que je travaille en ce moment sur le Liban, ça m'a un peu refait sortir l'autre. Et si celui-ci marche bien, ouais, j'aimerais bien retravailler ce deuxième livre photo. Donc il est possible qu'il y en ait un autre qui suive Rapidement dans la foulée. dans les mois ou peut-être l'année à suivre. Je vais quand même pas non plus faire les deux en même temps, mais peut-être ouais, dans l'année prochaine, pourquoi pas bosser sur ce deuxième projet. Ça fait pas mal de projets là, on est bien. Ouais, on n'est pas trop mal, on est pas mal. J'en ai plein d'autres, mais ils sont à plus petite échelle. Mais ouais, non, ce serait cool, j'aimerais bien. Et est-ce que tu as une photographie préférée dans ton travail? J'en ai beaucoup, mais là en l'occurrence pour rester sur le thème du Népal, ouais, j'en ai une particulièrement. Quand j'étais allé au Népal en 2014, donc la première fois dans le petit village où je suis resté plusieurs jours, j'avais eu l'occasion de prendre le portrait d'un vieux monsieur qui me disait bonjour avec les mains. Au Népal et en Inde, ils disent bonjour en mettant les mains comme ça devant leur visage. Et complètement par hasard, je me suis retrouvé à prendre un peu cette personne en photo. J'étais en fait dans une petite maison en train un monsieur était en train de forger un couteau pour moi, et en fait c'était le père de ce monsieur. Et à un moment donné, je prenais en photo son fils en train de me faire le couteau, et à un moment donné, j'ai tourné l'objectif vers ce monsieur-là. Et quand il m'a vu, il a instinctivement fait ce geste et il m'a regardé, et donc j'ai figé cette photo qui était en l'occurrence la photo sur l'affiche de l'expo que j'ai fait en France pour le Népal, qui est la fille qui est aussi l'entête de mon site internet et qui Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. ouais, c'est cette photo là et qui en l'occurrence a été la photo la plus vendue aussi de mon expo. Donc j'ai vraiment une attache, enfin j'avais vraiment voilà, c'est un vrai coup de cœur. Et pour la petite histoire qui est un petit peu triste, mais du coup, quand je suis revenu au Népal en 2016, j'avais fait imprimer cette photo, j'avais envie de retrouver, donc je suis retourné dans ce village-là, dans la famille dans laquelle j'avais vécu 2 ans avant, qui m'a appris que ce monsieur était décédé quelques mois avant que je revienne de vieillesse. Il n'est pas décédé dans le tremblement de terre, mais il est décédé de vieillesse. Mais je suis quand même parti à la recherche de son fils, que j'ai réussi à retrouver, et je lui ai offert cette photo, et ça a été un moment très très intense parce que je pense que ce monsieur ne devait sûrement pas se souvenir de moi. Et il a vu arriver un jeune français, enfin franco-libanais, de 26 ans qui vient de nulle part, qui lui a tendu une enveloppe avec une photo, en l'occurrence assez belle, de son père décédé quelques semaines auparavant. Et c'était très émouvant et ouais, c'est peut-être celle qui m'a le plus marqué. Si je devais en choisir une, j'en ai beaucoup, mais celle-là Ouais. particulièrement Elle est a une assez. belle histoire en plus, quoi. Ouais, ouais, il y a une belle histoire derrière et ouais. Et dans ce même village aussi, j'avais pris une petite fille en photo la même année en 2014. Je l'ai retrouvée en 2016. J'ai pris une photo d'elle avec la photo que j'ai prise d'elle en 2014.
Et je compte retourner au Népal un jour et je compte reprendre une photo d'elle avec et ainsi de suite jusque le Népal, je le sais, c'est un pays où je vais revenir, pas qu'une troisième fois, il Ouais. va y avoir une troisième, une quatrième, une cinquième, je le sais. Et pareil, cette petite fille, je pense que ouais, j'aurai l'occasion Mais c'est marrant, je l'ai prise, elle avait 3 ans, je crois, l'année où j'ai pris en photo. La deuxième fois, elle avait 5 ans. Quand je vais revenir, elle en aura peut-être 10 et puis ainsi de suite. Ouais, c'est une belle histoire. Et est-ce qu'il y a un sujet ou une série de photos également qui t'a plus marqué ou plus touché que les autres? Là, instinctivement, de tête, je pense, qui m'a vraiment marqué, je pense, ce serait quand j'étais en Inde, dans mon voyage en 2016. J'ai eu l'occasion de visiter, entre guillemets, euh, une décharge, en fait, à Calcutta, qui est la plus grosse ville de l'ouest de l'Inde. Il y a une décharge à ciel ouvert qui est absolument monstrueuse dans le sens vraiment monstrueux parce que ça fait 15 terrains de foot, peut-être même plus, ça fait 45 mètres de haut. Il y a 4000 tonnes de déchets qui sont déposés là-bas, c'est quelque chose de vraiment assez insoutenable. C'est pour ça que le terme visiter n'est peut-être pas le plus approprié, mais voilà, j'avais un peu comme l'unité Covid au Liban, c'est des endroits que j'ai envie de voir, mais pas forcément, voilà, c'est vraiment pas du voyeurisme, voilà, c'est un besoin que j'ai de voir des fois ce que les gens vivent, et donc j'ai passé 2 3 heures là-bas, et j'ai pris quelques photos, dont notamment une photo d'une dame assez âgée en train voilà, de ramasser au milieu de cette montagne de détritus. Et ouais, ça m'a assez marqué, et ça fait aussi réfléchir Ouais. sur la situation pas forcément non plus la situation de ce que les gens vivent, même si ça fait forcément réfléchir, mais ça fait surtout aussi réfléchir de notre manière à nous qu'on a de comment le monde se comporte, parce que c'est le résultat de quelque chose, voilà, c'est un monde, c'est une société, c'est un monde enfin, c'est pas le sujet de cette interview, mais voilà, le monde tourne pas rond pour qu'on en arrive à voir des choses comme ça, le monde tourne pas rond. Et ça fait quand même réfléchir. Et de la même manière que les photos que j'ai fait dans l'unité Covid, si ça peut faire réfléchir ne serait-ce qu'une personne, c'est cool. J'aimerais bien en faire réfléchir plus d'autres, voilà, en faire réagir plus qu'une personne, mais ouais, c'est assez marquant ouais, d'être confronté à ça. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes générations qui voudraient, bah, comme toi, vivre de leur passion? Déjà, si j'avais un conseil à donner, pas forcément au niveau de la passion, je sais pas si c'est un conseil, mais je leur dirais juste bonne chance, parce que l'avenir, juste envie de dire C'est bonne chance. positif, ça, Florian. Ouais, j'ai envie de leur dire, conseil. j'ai envie de leur dire bonne chance. Non, c'est un peu dur de dire ça. Mais non, un conseil pour leur passion, je leur dirais bah voilà, de faire les choses pour soi déjà principalement. Un peu comme ce que je disais par rapport à la photo, en tout cas en l'occurrence pour les photographes, prenez ce que vous voyez, cherchez pas à dire des choses, ne cherchez pas forcément à convaincre, juste prenez ce que vous voyez parce que de toute façon voilà, les gens ils interpréteront tous à leur manière, mais ouais, soyez naturel, soyez voilà, d'être le plus simple possible et voilà de se battre. Après moi, je me suis jamais vraiment battu à fond pour devenir photographe parce que voilà, ça a d'abord été 10 ans de passion parce que voilà, j'avais un métier à côté. Ça a été vraiment, moi j'ai d'abord fait ça par passion. Donc j'ai jamais vraiment eu une pression. On m'a jamais dit que tu n'y arriveras pas ou ceci ou cela. Au contraire, les gens m'ont toujours poussé à le faire et c'est surtout moi en fait qui y croyais pas, qui voulait pas trop me lancer là-dedans parce que pour moi je faisais ça par passion, donc j'avais envie de faire ça voilà par plaisir. J'avais pas envie de tourner ça de manière professionnelle. Les aléas de l'avion ont fait que maintenant je me lance de manière professionnelle, mais et après non, pour en revenir aux bonnes chances que j'ai dit, non, mais j'ai assez confiance quand même aux générations à venir. Je pense qu'il y a un vrai changement des mentalités. Je pense que les générations à venir sont plus impliquées dans les problèmes écologiques, dans les problèmes sociologiques et justement là en rigolant je disais bonne chance, mais c'est même pas des bonnes chances, je sens que ouais, Courage, quoi. ouais, courage, parce que je sens que cette génération à venir, elle mène un combat, et pas forcément qu'au Liban, en France, ou même à travers le monde, il y a un vrai changement des mentalités. Là, de tête, je pense notamment quand j'étais en Argentine, j'étais allé faire des photos le jour un vendredi, il y avait le Friday je sais plus, for Climate, où ils font une marche le vendredi, enfin, j'ai pas couvert, mais en tout cas, j'étais allé voir en Argentine, et on le voit de toute façon quand il y a ces marches-là, je pense qu'à travers le monde, il y a une vraie génération à venir
en Amérique du Sud, en Europe, même dans les pays arabes, voilà, il y a des gens qui veulent se battre. Il y a une vraie mobilisation. Il y a une vraie mobilisation et je pense que voilà, le monde va très certainement changer dans les années ou même dans les générations. Je serai peut-être pas là de mon vivant pour le voir, mais je pense que non, il y a vraiment une génération à venir qui prend conscience et c'est génial et c'est bien. Ça va être dur, c'est pour ça que je disais en gros bonne chance, mais non, j'ai foi, je sais qu'ils vont arriver à faire des grandes choses et c'est bien. Pour terminer, on a la petite note pub. Promotion. Placement de produits. Est-ce que tu peux nous donner tes réseaux pour qu'on puisse suivre tous ces projets et continuer à voir tes photos? Alors, pour suivre, c'est surtout Instagram en fait. Donc, Florian Zwen Photographie sur Instagram. Et j'ai mon site, florianzwen.com, qui lui est plus sur les photos des voyages que j'ai fait par le passé. Mais non, pour vraiment être à jour et vraiment suivre au quotidien l'évolution de mes projets, c'est vraiment Instagram. Je suis pas encore sur d'autres, je sais pas trop si ça viendra. Je sais pas trop si TikTok peut m'aider à faire parler de mes projets, je sais pas. J'ai un petit peu vu à quoi ressemblait TikTok, je suis pas sûr que ça m'aidera beaucoup. Je t'imagine bien sur TikTok. Ouais, non, voilà, je suis pas sûr que ça pourra faire grand chose. Donc non, principalement c'est Instagram, je suis assez actif. Je suis pas non plus influenceur, mais je suis quand même assez actif. Je partage régulièrement l'évolution de mes projets. Donc voilà, si vous voulez être tenu au courant, foncez, Florian Zwen Photographie, je serai là. Ok, super. Bah, merci beaucoup Florian pour cette interview. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci de vous recevoir dans vos magnifiques locaux. C'était vraiment bien, ça m'a fait plaisir. C'était Yann et Précise ta pensée. Retrouvez tous nos épisodes sur Spotify, SoundCloud, mais aussi Apple Podcasts, YouTube et bien d'autres. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.